J'ai eu à garder les prisons, toutes les deux prisons, aussi bien à Conakry qu'à Kindia. Mais vous savez, je n'ai pas besoin de vous parler de moi, de ce que j'ai fait. Mais je dois simplement vous dire qu'il y a un changement profond en moi. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme ne fait pas la prison, beaucoup de choses lui échappent. Le 3 avril 1984, à la prise du pouvoir, il s'est révélé comme un homme de paix. C'était une révolution pacifique, une prise de pouvoir pacifique, sans effusion de sang. Ça, c'était déjà l'homme de paix. Parce qu'on aurait pu prendre des décisions extrêmement graves le 3 avril, qui auraient été applaudies tout simplement. Parce que vous savez, dans le changement comme cela, on ne regarde pas certains détails. C'est plus tard qu'on se dit, on n'aurait pas dû faire ça. Vous savez, quand je venais ici, je marchais sur des béquilles. Mon état aurait pu s'aggraver. Mais grâce à lui et grâce à Dieu, je marche aujourd'hui sans béquilles. Parce que l'esprit du comité militaire de redressement national a prévalu dans la maison centrale, c'est-à-dire que nous avions droit au respect, c'est-à-dire qu'on devait être bien traité. Ce fut le cas. Je peux vous livrer peut-être un petit secret. Lorsque j'ai été reçu par le comité militaire le mardi matin à Alpha Yaya, et c'est le colonel Conté qui m'a dit, bon, vous devez retourner à la maison. Il a demandé à ce que ma garde soit renforcée jusqu'à ce que je retourne au Maroc pour continuer le traitement. J'ai donc été arrêté le mercredi. Je suis resté à Alpha Yaya. Je crois jeudi soir, j'ai assisté, j'ai ouï par les fenêtres du camp Alpha Yaya la composition du comité militaire et je crois du gouvernement. J'ai été personnellement très heureux de voir que le premier responsable était le colonel Conté, avec lequel je n'ai pas eu tant de rapports étroits, mais que je connais comme un homme affable, un homme très doux. Nos rapports étaient bien, on se voyait que peut-être soit à l'aéroport ou quand je vais au camp. Par contre, il était ami à beaucoup de mes camarades promotionnaires que vous connaissez. Donc, dans la composition du comité militaire de redressement national, j'ai ouï entendre le nom de beaucoup de mes copains. Ce que je peux dire encore, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu anormal. C'est ainsi que j'ai vu que, à ma place de ministre des Transports, on a envoyé évidemment de Abdraman Kaba. Je me suis personnellement dit, je ne sais pas si il pourra faire le travail. En plus de cela, le poste de Premier ministre, puisque vous dites de vous dire la vérité, le poste de Premier ministre ne me convenait pas, parce que le poste de Premier ministre avait été créé par simple amitié du président défunt pour Lansana Béaougui. Ça n'existait pas en fait dans la Constitution. Donc j'ai vu que dans la composition du nouveau gouvernement, on avait mis colonel Diarra, Premier ministre, chef du gouvernement. Je n'ai pas approuvé ça. Personnellement, pourquoi? Parce que le bicéphalisme
actuellement, surtout en Afrique, c'est pas quelque chose de tout à fait bien. Et connaissant les hommes, j'ai pensé que il pouvait y avoir des problèmes. Notre Premier ministre, le colonel Dara Traoré. Donc, ce qui est arrivé le 3, le 4 juillet. 4 juillet. Oui. 4 juillet, soyez très prudents. Écoutez-moi. Bien. On envoie la première mission à l'extérieur, CMRN, dirigée par le Premier ministre Dara. Ils font la ronde. C'est arrivé à Abidjan, où on leur remplit les sacs d'argent CFA avec la part de Conté. Ils reviennent chacun d'eux avec sa serviette, sa sacoche, ils sont enrichis. Ils sont venus en réunion de CMRN, compte rendu. Monsieur le président, voilà ce que il dit vous ramenez. Parce que je ne vous ai pas envoyé pour quémander. Je vous ai envoyé pour expliquer les raisons qui ont poussé. On n'a pas fait un coup d'État. Mais c'est parce qu'on n'a pas respecté la loi. C'est ce qui nous a amené à sauver la patrie. Nous avons pris donc le pouvoir pour sécuriser la nation. Lansana Béavogui était donc de facto, c'est lui qui devait assumer l'intérim du président Ahmed Sékou Touré. Et puis, n'oubliez pas que l'année d'avant, Monsieur Saïfoulaye Diallo était déjà décédé. Et donc, la constitution de 81 qui changeait la donne, c'était plus le président de l'Assemblée nationale qui était le défunt, mais maintenant le Premier ministre qui était le défunt. Et vous aviez quand même le clan, plusieurs fractions, le clan des généraux. Proche de Sékou Touré, qu'on disait être le clan Malinké, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est arrivé, c'est parce que c'est un dépit, on a poussé les gens, parce qu'on a dit, Béavogui, un peu de réflexion. Un forestier qui va remplacer au pouvoir un Malinké pur, propre, alors que la loi était là, qui devait se en tant que Premier ministre. Il avait raison. Comme nous avons dit, ils se met à se trahir. Le groupe de Ismaël, avec les Mamadi, tout ça là, qu'est-ce que ça a donné? Au moment où on passait à la réunion, les Djanais, la Sana avait reçu les consignes d'arrêter la Sana Conté. La Sana Conté a dit, je m'en vais. Mais veillez sur le dispositif. En cas de cas, vous prenez. Vous n'avez pas besoin de feu vert. Bien. Donc, dès que c'est apparu qu'il devait être arrêté, tac, nous avons déclenché la machine. Bien. Le poste de Premier ministre, puisque vous dites de vous dire la vérité, le poste de Premier ministre ne me convenait pas. Parce que le poste de Premier ministre avait été créé par simple amitié du président défunt pour Lansana Béavogui. Ça n'existait pas en fait dans la Constitution. Donc j'ai vu que dans la composition du nouveau gouvernement, on avait mis Colonel Diarra, Premier ministre, chef du gouvernement. Je n'ai pas approuvé ça. Personnellement, pourquoi? Parce que le bicéphalisme, actuellement, surtout en Afrique, c'est pas quelque chose de tout à fait bien. Et connaissant les hommes, j'ai pensé que il pouvait y avoir des problèmes. Donc voilà, j'ai eu à garder les prisons, toutes les deux prisons, aussi bien à Conakry qu'à Kindia. Mais vous savez, je n'ai pas besoin de vous parler de moi, de ce que j'ai fait. Mais je dois simplement vous dire qu'il y a un changement profond en moi. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme ne fait pas la prison, beaucoup de choses lui échappent. Le 3 avril 1984, à la prise du pouvoir, il s'est révélé comme un homme de paix. C'était une révolution pacifique, une prise de pouvoir pacifique, sans effusion de sang. Ça, c'était déjà l'homme de paix. Parce qu'on aurait pu prendre des décisions extrêmement graves le 3 avril, qui auraient été applaudies tout simplement. Parce que vous savez, dans le changement comme cela, on ne regarde pas certains détails. C'est plus tard qu'on se dit, on n'aurait pas dû faire ça. Mais très tôt, il s'est affirmé comme un homme de paix. Deuxièmement, il a évité, il s'est battu pour qu'il n'y ait pas de vengeance dans ce pays. Parce que vous savez, nous avons une histoire tumultueuse.
Et beaucoup de gens qui avaient perdu les leurs, n'est-ce pas, au cours de différents complots, avaient des idées presque de revanche. Il s'est battu contre ça, pour qu'au contraire, nous puissions aller dans le sens du pardon. Pas de l'oubli, mais du pardon. Pour conserver justement la paix sociale dans ce pays. Afin qu'on regarde l'avenir avec plus de sérénité, qu'on construise l'avenir de la Guinée. Ça, c'est un acte de paix. C'est ce que j'ai à vous dire. Une deuxième question. Connaissez-vous la société Galerie Motors? Je connais la société Galerie Motors. Expliquez-nous la nature de vos rapports avec cette société. Cette société est venue à Conakry et a demandé à être parrainée par le ministère des Transports. Parce qu'en général, toutes les sociétés se font parrainer par un département. Donc, je devais signer les papiers. Je dois dire que ça n'a pas été chose facile puisque jusqu'au moment où j'étais accidenté et transporté au Maroc, je ne sais pas si seulement le ministère du Commerce intérieur lui avait encore accordé les documents. Et c'est des gens qui ont assez souffert quand même à Conakry pour leur installation. Je ne sais pas si finalement la société a continué ou si elle est partie. Elle nous avait fait des propositions de pièces de rechange de tous les camions et instincteurs de l'aéroport. Donc nous avons demandé à cette société de nous faire une facture pro forma de pièces de rechange pour remettre ces véhicules. C'est ce qui a été fait. Nous avons donc transmis la correspondance à Importex. Je dois avouer que les problèmes de Conakry étaient très compliqués. Les appels d'offres étaient faits de la même manière. On arrivait toujours à court-circuiter parce qu'il y avait toujours des gens intéressés. Même quand j'étais couché au Maroc, on m'a téléphoné pour me dire que Accra avait pu faire passer la facture d'une autre société contre la facture transmise par le ministre des Transports. Je dis, bon, alors, calmez-vous, je ne sais pas en fonction de quoi on a rejeté les factures. Mais surtout, la femme est une femme très active. Elle allait un peu partout jusqu'à la présidence, donc elle venait aussi chez moi. Donc nos rapports en général sont bons. Elle est très gentille, ça je dois vous l'avouer. Ce que vous venez de nous dire, c'est dans ce cadre-là que vous avez lancé une importante commande de pièces détachées. Ce sont les différents services qui ont demandé leurs besoins. Moi aussi, je fais une commission à mon niveau là-bas. Pour que cette société privée puisse bénéficier de votre soutien, vous n'avez pas perçu davantage? Non, personnellement non. Je vais vous livrer un autre petit secret. Vous pouvez demander dans mon département. Et il y en a qui m'en voulaient même parce qu'ils pensaient que j'étais naturellement allergique au blanc. Mais je n'ai jamais voulu recevoir des Européens dans mon bureau sans mon petit état-major. Je n'ai jamais perçu de l'argent avec les gens. Jamais. Mais tout dernièrement, lorsque j'étais au Maroc, la dame elle-même, parce que ma fille a eu le même pied gauche fracturé, mais elle tenait à me voir. La dame... Votre fille Anna? Non, pas Anna. Anna, c'est l'aînée. Anna, elle est l'aînée d'une Française. Oui, c'est Fatou. Oui, Fatou. Donc, la femme elle a payé. C'est-à-dire, si nous posons cette question, c'est parce que dans le cadre de nos investigations, Madame Tite Bernard, M. Michel Collignon. Madame qui? Madame Tite Bernard. Et à travers l'audition de cette dame et ce monsieur, ils avaient fait état
Une commission de 656 480 $, mode de règlement. À chaque affaire, le paiement se fera de main à main aux endroits indiqués par Jacques Akile en son temps. Si jamais ça s'est vérifié exact, vous l'amenez, elle dit devant témoin ça, faites de moi ce que vous voulez. Vous connaissez tous ici mon tempérament. Quand vous avez trouvé de l'argent chez moi, je vous ai dit que ça m'appartient. Même, je vous ai même dit, il y a une erreur. Quand on m'a dit 67 000 et quelques US $, j'ai dit non, il y a erreur. Il y avait 167 000 et quelques dollars parce que j'avais 12 paquets de 10 000 $ en billets de 100. Et le reste en billets de 50, de 20, de 10, de 5 et peut-être un peu de 1. C'est des sommes qui m'appartiennent en propre. Je ne peux pas vous mentir, je n'ai pas l'habitude. C'est pas dans mon tempérament. Ils ont eu à dire dans le même rapport que pendant votre séjour au Maroc, le même couple vous a remis 4 000 $ représentant la commission sur les commandes de pièces détachées de quota. Qu'avez-vous à dire sur ce point-là? Je vous jure sur mon honneur que je vous dis que ils sont venus me rendre visite. Ils ont logé à l'hôtel. Peut-être que toutes ces dépenses-là, ils considèrent que c'est des commissions. Pendant que le message enregistré du colonel Diarra Traoré est diffusé sur les antennes de la radio nationale, au centre de télécommunications de Wonkifon, à la périphérie de Conakry, la capitale guinéenne, des troupes armées investissent les lieux et prennent le contrôle de toutes les communications avec l'extérieur. Et, curieusement, la déclaration de Diarra produit l'effet inverse dans le pays. Les hommes de troupes rejoignent rapidement leurs camps respectifs et se mettent en ordre pour défendre le pouvoir de Lansana Conté. La résistance s'organise aussitôt. Le colonel Diarra n'avait pas vraiment les troupes. Et au bout d'une heure de bataille, autour de la radio notamment, les forces loyalistes organisées reprennent facilement le dessus. Il est 3 heures du matin. Dans la bataille, vous coupez le sifflet aux putschistes, on a fait exploser le centre émetteur. C'est donc par les ondes de l'émetteur de la gendarmerie que les appels sont lancés sur les ondes pour annoncer que le putsch a échoué. Bilan de la bataille, 18 morts et 229 blessés. Le président Lansana Conté, qui ne peut attendre plus longtemps, malgré l'insistance de ses proches qui lui suggèrent de patienter jusqu'à la fin du sommet de la CEDEAO, qui lui donnera le temps de s'assurer que tout est rentré dans l'ordre, du moins du point de vue de sa sécurité, décide le vendredi 5 juin 1985, après avoir prononcé son discours devant les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de reprendre le chemin de la Guinée. Et c'est dans un climat de pillage et de vengeance que l'armée a du mal à contenir qu'il atterrit à Conakry. C'est son appel qui va mettre un terme vers la fin de l'après-midi à ces violences qui visent essentiellement Malinké, l'ethnie du colonel Diarra Traoré. Mais avant, il a un peu soufflé sur la braise tribale et les membres de la tribu du putschiste malheureux ont subi de réelles pertes et des violences. Avec Diarra Traoré, 3 autres membres du gouvernement sont arrêtés. Le capitaine Amadou Kouyaté, le secrétaire d'État à la sécurité, le commandant Abraham Kabassan Keita, secrétaire d'État au développement rural, ancien ministre de Sékou Touré, avant de se retrouver en prison à l'époque, et Lansine Keita, le secrétaire permanent du comité militaire de redressement national, et d'autres personnalités avec eux, dont les gouverneurs des régions. À ceci, il faut ajouter quelques dignitaires du régime de Sékou Touré. La liste de ceux qui vont être arrêtés et jugés est longue. Parmi eux, beaucoup de proches de l'ancien président, dont sa femme, Adja André Touré, et 2 de ses frères, dont le tout-puissant Ismaël, et l'aîné Touré, Amara. L'heure est à ce moment-là au règlement de compte, comme l'écrit l'hebdomadaire Jeune Afrique dans les jours qui suivent. Parlant de Diarra Traoré, l'auteur du putsch, Lansana Conté dira lui-même en public: ceux qui voudraient le défendre au nom des droits de l'homme devraient le faire très vite, parce que demain, il sera trop tard. En effet, le procès, ou plutôt le simulacre de procès organisé pour la circonstance, démarre le 7 juillet, c'est-à-dire seulement 2 jours après la tentative de putsch manquée. Il se tient à huis clos.
Il va durer jusqu'au 19 juillet 1985. 12 jours au cours desquels les condamnations vont tomber raides comme un coup près. Et les exécutions se succèdent. Diarra Traoré et de nombreux dignitaires du régime Sékou Touré, dont Siaka Touré, son neveu et ancien patron du camp Boiro, sont abattus ou pendus dans les jours qui suivent avant même de passer en jugement. La veuve du président Sékou Touré, elle aussi, va se retrouver en prison. En bref, d'après le verdict rendu public 3 ans plus tard, 175 civils et militaires ont été condamnés. 59 à des peines de mort, dont 21 par contumace. 80 peines de travaux forcés à perpétuité. À 20 ou à 15 ans assorties de confiscation de tous leurs biens.